Bon, je vais commencer à introduire cette session et puis, les autres participants auront l'occasion de nous rejoindre pendant ce temps. De toute façon, c'est la quatrième section que j'introduis. Beaucoup de personnes, je pense, en ont un petit peu marre de m'entendre parler. Donc, je vais être assez rapide et je vous remercie tous d'être présents. Déjà, nos intervenants qui vont nous présenter aujourd'hui l'expérience avec une autre dimension, une dimension un peu européenne de la question de la participation citoyenne. Et je vous remercie aussi tous les participants qui se sont connectés en ce vendredi après-midi pour venir écouter. Comme vous le savez peut-être, les rencontres européennes de la participation, c'est un événement qu'on organise tous les ans. Cette année, on était à Toulouse, présent pendant 3 jours pour échanger autour de ces questions d'inclusion, de participation et de démocratie. Et on poursuit ces discussions en numérique. Donc pendant 2 jours, on est actuellement à la dernière session. Après cela, ce sera fini pour cette année. Et donc voilà, pour cette année, on a souhaité en numérique diversifier un peu les formats, les thèmes. Et donc on est très content d'avoir pu vous présenter un certain nombre d'ateliers participatifs, mais aussi des expériences étrangères. On a eu le cas d'une commune en Suisse hier. Aujourd'hui, on a une expérience de l'Union européenne. Donc ce sera très intéressant. Et je vais pas m'étendre plus et je vais laisser la parole à nos intervenants pour nous présenter leur atelier. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Merci beaucoup et bonjour à tous et aux courageux qui se joignent à nous vendredi après-midi après une semaine que j'ai compris être bien chargée, bien riche. Merci beaucoup aux organisateurs des rencontres de nous donner cette occasion. Mon nom est Gaëtane Ricarnioul, je travaille à la Commission européenne sur tout ce qui est justement participation citoyenne, démocratie délibérative. Et c'est cette histoire européenne qu'on va vous raconter cet après-midi, mais on espère aussi que ce sera un échange interactif. On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à allumer à mettre votre caméra et j'espère qu'après on pourra avoir un peu un mode plus conversationnel sur ce sujet. Alors, je suis ravie qu'on amène l'Europe puisque vous avez ce beau nom d'appeler ça les rencontres européennes de la participation. Donc, je suis ravie que ça se termine justement en point d'orgue avec un point de vue européen. Mais je ne serai pas toute seule pour vous en parler. Je remercie beaucoup les deux personnes qui sont avec moi pour partager cette histoire européenne et avoir un regard aussi un peu plus extérieur, peut-être un peu plus critique, peut-être qui engagera un échange avec vous, je l'espère. J'ai à côté de moi Nabila Abbas qui est de... Oula, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, j'ai un... Oui, d'accord. Qui est de l'organisation FIDE, donc Federation for Innovation in Democracy Europe, et qui est chercheuse au sein de cette organisation. Et nous avons aussi avec nous Antoine Vergne, qui est co-directeur à Mission Publique, si je ne m'abuse, directeur des partenariats internationaux. Donc voilà, Antoine, une très bonne personne aussi pour plonger dans le bain européen avec moi. Euh, Avant de leur donner la parole, si vous voulez bien, je vais peut-être justement vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé ces dernières années à l'échelle européenne. J'espère que en avez entendu un peu parler, mais c'est vrai que c'est un constat qu'on fait et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Ce qu'on fait a un peu un manque de visibilité. On rencontre souvent des personnes qui nous disent qu'ils n'en ont pas nécessairement entendu parler. Et on trouve ça dommage parce que il s'est passé beaucoup de choses en fait dans ces dernières années. Il y a vraiment eu un saut qualitatif important qui a été fait à l'échelle européenne. Et on espère, on pense, qu'il va se prolonger dans le prochain mandat, donc, puisque les institutions européennes sont en train d'être renouvelées à l'heure où on parle. Ce saut qualitatif, il a surtout été permis par un grand exercice de euh, participation citoyenne et de démocratie délibérative qui a été la conférence sur l'avenir de l'Europe,
donc qui a duré pendant un an, en 2020 à 2022, si je 2021, on va dire, voilà. Et qui a permis en fait de tester à grande échelle, à échelle européenne, pas mal d'innovations démocratiques. La conférence sur l'avenir de l'Europe est reposée sur trois piliers. Il y avait une plateforme en ligne où on pouvait contribuer en 24 langues. Il y a eu aussi 4 assemblées citoyennes tirées au sort à l'échelle pan-européenne. Donc, c'est la première fois qu'on réunissait des citoyens tirés au sort euh, avec cette ambition et cette échelle au niveau pan-européen. Euh, et il y avait aussi un troisième pilier qui était une plénière. Et donc, il y a eu dans cette plénière aussi une grande innovation. Je pense que ça n'existe pas, ou je n'ai pas vu l'équivalent ailleurs, qui était en fait une entité qui regroupait des élus, des États membres, des élus européens, des représentants des gouvernements, des représentants des autorités locales, des représentants de la société civile organisée et aussi des citoyens tirés au sort. Donc, c'est-à-dire que des citoyens qui étaient issus des panels citoyens, donc des assemblées citoyennes pan-européennes, ont été ambassadeurs de leur panel dans cette plénière. Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et tout l'exercice a été organisé pour être justement inspiré principalement par les apports citoyens. Et notamment les recommandations qui étaient issues des panels citoyens européens ont été vraiment la base ensuite des propositions qu'a fait la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc ça a suscité pas mal d'intérêt de politiques qui finalement ont découvert pour certains, ont appris à apprivoiser en fait ce type d'exercice et l'ont trouvé intéressant, y compris la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui à la fin de la conférence sur l'avenir de l'Europe, parmi les choses qui étaient en réponse aux demandes de la conférence sur l'avenir de l'Europe, puisque cette conférence a demandé plus d'exercices de ce type, plus d'opportunités pour les citoyens de participer dans des assemblées citoyennes. Donc la présidente de la commission a voilà, proposé, annoncé que les panels citoyens européens deviendraient une caractéristique régulière de nos démocraties. Et en particulier, la Commission européenne a décidé en fait d'installer les panels citoyens européens dans le processus de fabrication des politiques. Comme vous le savez, la Commission européenne est celle qui propose les législations au niveau européen. Et donc, en amont de cette proposition, donc au moment où la Commission prépare une proposition, aujourd'hui, elle a la possibilité de organiser une assemblée citoyenne pan-européenne tirée au sort pour lui faire des recommandations et donc s'inspirer de ces recommandations pour rédiger cette proposition. Donc, depuis la conférence sur l'avenir de l'Europe, on en a organisé 5 de ces panels citoyens. C'est pour ça que le titre de cette séquence était intitulé De l'efficacité énergétique à la lutte contre la haine des citoyens engagés à l'échelle européenne, parce qu'on a eu une panoplie de sujets maintenant, puisque la conférence sur l'avenir de l'Europe était sur l'avenir de l'Europe, donc très vaste. Les panels ont abordé des sujets très vastes, très variés. Et certains nous ont dit c'est un peu trop vaste, parce que finalement, quand c'est un peu trop vaste, on a du mal aussi à assurer un suivi transparent pour le citoyen, parce que ça touche beaucoup, beaucoup de sujets et c'est difficile de faire le monitoring du suivi. Donc, on a décidé de focaliser les panels sur la préparation d'une proposition, législative ou non législative. Et donc, 5 panels citoyens européens ont été organisés. D'abord sur le gaspillage alimentaire, ensuite sur les mondes virtuels, sur la mobilité à des fins d'apprentissage, sur l'efficacité énergétique et finalement la lutte contre la haine dans nos sociétés. C'est le panel qui s'est terminé au mois de mai de cette année. Donc le format de ces assemblées à l'échelle européenne est le format qu'on a utilisé plus ou moins similaire à celui de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc, c'est 150 citoyens tirés au sort dans toute l'Union européenne, donc qui viennent des 27 États membres. Et on utilise en fait 6 critères pour composer un groupe qui est représentatif de la société
européenne, évidemment. Donc ces 6 critères sont l'âge, le genre, l'origine, enfin le milieu socio-économique, le niveau d'éducation, l'origine géographique, pas seulement l'État membre, mais aussi si on vient de résidence plutôt urbaine ou rurale. Et un 6e critère qu'on ajoute pour aussi diversifier le panel, qui est l'image qu'on a de l'Union européenne. Donc on essaye de reproduire une diversité de là aussi pour avoir à la fois des positifs, des neutres et des négatifs, comme on a en général la photographie dans les enquêtes Eurobaromètre qu'on fait à l'échelle européenne. Et donc, on fait ces panels en amont donc, d'une proposition législative ou non législative, et donc ils sont intégrés dans ce processus de fabrication de ces initiatives. Donc non seulement les services qui préparent cette proposition sont là, accompagnent et écoutent évidemment tout ce que les panels nous disent, mais le collège des commissaires ensuite adopte un rapport citoyen avec les recommandations, une première analyse de ces recommandations. Et ce rapport citoyen, en fait, est annexé à la proposition législative qui va ensuite aller au Parlement et au Conseil. Voilà. En plus de cela, on a travaillé à tout un nouvel écosystème en fait, de participation citoyenne à l'échelle européenne qui inclut aussi maintenant une plateforme permanente d'engagement citoyen en ligne, donc, qui est censée justement mieux connecter ces assemblées citoyennes avec un plus grand public. À la fois donner de la visibilité, mais aussi permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être tirés au sort de contribuer, et ces contributions vont aller inspirer les délibérations de l'Assemblée citoyenne. Aussi en 24 langues, voilà. Donc, c'est comme vous voyez, un tout nouvel écosystème maintenant qui est en place, qui, comme je l'ai dit, fonctionne maintenant très bien, manque un peu de visibilité, et notamment notre plateforme d'engagement citoyen démarre, mais lentement. Donc on aimerait qu'il y ait plus de gens qui connaissent ce qui se passe, qui contribuent, pour que ce soit de véritables processus inclusifs. Parce que nos assemblées citoyennes, on sait qu'elles sont inclusives, puisque c'est du tirage au sort et qu'on essaye de représenter la diversité européenne. Mais la plateforme citoyenne, évidemment, on a besoin qu'il y ait beaucoup de gens qui contribuent pour que voilà, on ne se retrouve pas finalement de nouveau avec la bulle bruxelloise sur les questions européennes qu'on essaye évidemment par ce type d'exercice de dépasser. Moi, je vais m'arrêter là pour cette introduction, et je vais ne pas être galante, pardon Nabila, mais je vais d'abord poser ma question à Antoine, parce qu'Antoine, on va passer de ceux qui ont été le plus impliqués au regard finalement extérieur, parce que toi, tu as été vraiment un praticien de ces processus délibératifs pan-européen. Tu as été modérateur à plusieurs reprises de panels, que ce soit dans la conférence sur l'avenir de l'Europe ou la nouvelle génération de panels citoyens que la Commission européenne organise. Donc je voulais te demander finalement, toi qui as justement cette expérience de multiples processus délibératifs, quelle a été ton expérience de ces panels? Quelle spécificité vois-tu par rapport à d'autres exercices, et quels enseignements tu en tires que tu souhaiterais partager avec le groupe aujourd'hui? Je redis encore une fois que comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas à mettre votre caméra, n'hésitez pas à nous interrompre. On s'assurera en tout cas maintenant qu'on ait un grand temps d'échange, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre si vous avez des questions urgentes. Antoine. Ok, merci beaucoup Gaëtan, bonjour tout le monde. Donc Antoine, je travaille en mission publique depuis 12-13 ans maintenant, avec une idée fixe qu'on a, enfin une de nos idées fixes, c'est la mise à l'échelle des processus participatifs et la question de l'impact. Et donc évidemment, avoir l'honneur de travailler au niveau européen, c'est quelque chose de génial, parce que c'est à la fois ces deux questions, c'est comment on teste, on améliore des processus participatifs à ce niveau-là, dans un cadre avec, il ne faut pas oublier, 480 millions d'habitants quand même. Donc ça fait un paquet de citoyens et citoyennes. Et comment on connecte ça, la prise de décision aussi, à un niveau transnational et européen. Et donc je trouve que c'est vraiment passionnant de faire partie de cette aventure. Et donc tu demandais pour mes enseignements, quand j'y réfléchissais avant qu'on commence, je me suis dit, il y en a 3. Donc 1, ça marche. 2, on peut faire un peu mieux. Et 3, il y a des questions ouvertes.
Et je vais aller un peu dans le détail parce que sinon c'est pas rigolo. Donc sur Ça marche, évidemment, le premier truc qui est fantastique, c'est que ce niveau transnational, donc cette délibération transnationale en 24 langues d'un continent entier, ça marche. Et en fait, on pourrait croire que c'est automatique, mais en fait non. En fait, ça marche très bien. Et je trouve que c'est à la fois ça paraît à la fois logique et c'est très contre-intuitif, puisqu'effectivement, on a des gens dans une salle qui n'ont. On connaît de processus au niveau national ou local, on a des gens qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres quand on les tire au sort, mais là, on rajoute quand même des niveaux, on rajoute des niveaux géographiques, d'âge, culturel, et donc on pourrait se dire que ça va être compliqué à faire, et en fait, pas du tout, ça marche très bien. Et ça marche parce que quand ils sont dans ce processus, les citoyens et citoyennes, ils découvrent immédiatement et très vite leur identité européenne. Et c'est ça que je trouve, c'est un des moments un peu clés chez les gens, c'est que indépendamment du sujet, finalement, ils se disent waouh, ok, en fait, c'est ça l'Europe. Et je trouve que là, il y a un truc qui est très fort quand ça se passe. Donc ça marche très bien. La deuxième chose, je trouve, qui marche plutôt bien dans les panels européens, c'est la gestion du savoir et des savoirs. C'est toujours une des grandes questions qu'on a aujourd'hui quand on fait des processus délibératifs et participatifs, c'est quoi le rôle de l'expertise, c'est quoi le rôle de l'expertise apportée par les gens, celle extérieure, académique, l'expertise des parties prenantes, l'expertise politique, et comment ça marche. Et donc là, dans les panels européens, on a un comité des savoirs qu'on met en place et qui est en interaction avec le groupe et qui, je pense, marche plutôt pas mal. On peut revenir un peu plus en détail dessus. Par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir ailleurs, j'ai l'impression que là, il y a quand même quelque chose qui marche plutôt bien. L'autre chose qui marche bien, je trouve, c'est l'interaction avec les décisions politiques. On est dans un cadre assez différent, puisqu'on on travaille beaucoup donc, avec des unités dans des directions générales, et c'est intéressant de voir comment elles se saisissent des recommandations. Il y a un exemple que j'adore, Gaëtan le sait, c'est mon exemple préféré, c'est celui du panel sur les mondes virtuels, dans lesquels on a travaillé donc, avec la DG Connect, qui était en charge de créer une communication, donc ce document avec un programme d'action de la Commission européenne sur les mondes virtuels, et qui a fait ce panel avant pour s'inspirer parmi d'autres sources d'inspiration. Et une partie du travail a été directement reprise dans la communication que la Commission a publiée. Donc on est allé des recommandations à la communication, et ensuite on est allé, et c'est là que je trouve que c'est assez génial, de cette communication, il y a des programmes qui ont été mis en place, dont un, c'est un programme d'investissement, donc il y a des subventions européennes qui vont à des projets qui doivent permettre de développer des mondes virtuels centrés sur l'humain. Et ça, c'était une des recommandations fortes du panel, ce centrage sur l'être humain. Et là, il y a un programme avec 80 millions d'euros qui finance exactement ça. Et donc, je trouve que là, on va du panel à la commission, de la commission à un retour vers des investissements qui se concrétisent dans des services, des produits, des choses. Donc là, je trouve qu'on a un très bel arc quand on parle de l'impact et de comment les recommandations des panels sont incluses dans la décision politique. Je trouve que là, c'est vraiment une belle histoire. Et puis, je trouve aussi qu'au fur et à mesure des différents panels, donc sur ces 3-4 années, il y a à chaque fois capacité d'apprendre et d'améliorer le processus lui-même, que ce soit sur des aspects très logistiques ou des aspects un peu plus de processus, d'inclusion, ce genre de choses. Donc ça marche. On peut quand même mieux faire. Je pense qu'effectivement, comme tu le disais Gaëtan, la connexion vers l'extérieur, c'est une des questions où on est plutôt au début. On a essayé d'améliorer ces processus-là, d'inviter plus des journalistes, d'inviter des influenceurs et influenceuses. La plateforme, avoir cette connexion entre le groupe tir au sort et la plateforme. Mais ça, j'ai l'impression que là, on peut vraiment faire encore mieux et qu'il y a des choses à apprendre et à développer. Ensuite, moi, il y a un autre truc en tant que facilitateur qui me marque, c'est comment donc, le transnational fonctionne, c'est ce que je disais au début. Moi, j'aimerais bien comprendre comment on arrive à passer à un espèce de transculturel. Donc, le multilingualisme marche par l'interprétation, mais comment on fait marcher le multiculturalisme, c'est-à-dire les choses non verbales, c'est-à-dire des émotions plus fortement, comment on travaille avec d'autres formes d'accès au savoir, avec la culture de tous ces gens, parce que généralement, quand même, dans ces discussions, ça s'anime beaucoup quand on commence à parler de nourriture, par exemple.
Je me souviens d'un de mes groupes où j'animais, et où ils commençaient à échanger des recettes. Donc, il y avait une grand-mère de Sicile qui donnait sa recette de la confiture à l'orange, avec des oranges de son jardin. Et puis, ça va être, vous allez voir, ça va être stéréotype, mais on avait un Finnois qui parlait de la fois où il avait mangé de l'ours avec de la confiture d'érable. Et c'était marrant parce qu'il y avait à la fois de la compréhension, il y avait de la confiture des deux côtés, mais c'était quand même très différent comme truc. Et donc là, ils ont beaucoup discuté, c'était une très belle discussion. Et donc, moi, j'aimerais bien, ça c'est un truc, je pense qu'on peut améliorer, qui pourrait rendre plus fluides les panels. Et puis, il y a un autre truc qu'on peut améliorer, je pense, c'est la phase en amont, la définition de la question, la vraie question à poser aux gens, parce que c'est un processus d'apprentissage aussi pour les différentes directions générales avec lesquelles on travaille, pour lesquelles généralement c'est une première approche de ce type de processus, et donc il y a tout un apprentissage de quelle est la bonne question à poser. Et je pense que là, on peut être un peu meilleur, on peut être plus précis peut-être, ou plus large, des fois même peut-être dans les deux sens. Je pense que là, on peut s'améliorer un peu. Et un autre truc dernier truc sur lequel on peut s'améliorer un peu, je pense, c'est la question de comment on connecte, mais ça, bon, c'est plus large, disons, comment on connecte ces processus avec la délibération au-delà des êtres humains, donc comment on reconnecte, et ça c'est un de nos dada à mission publique aussi, il faut dire, comment on connecte à le non-humain, comment on intègre d'autres façons de prendre des décisions, et comment on connecte dans le temps, donc avec les générations futures, des Européens et Européennes qui vivront dans 200 ans. Je trouve que là aussi, on pourrait plein de choses à améliorer. Et puis, il y a des questions. Pour moi, une des questions, c'est quoi le bon équilibre entre centralisé et décentralisé? Parce que là, on a un processus qui marche vachement bien. Donc, les gens viennent à Bruxelles. La deuxième session, ils sont en ligne. Et puis, la troisième session, ils viennent à Bruxelles. Donc, c'est 3 week-ends. Et donc, ça marche pas mal. Et donc, la deuxième session en ligne, les gens sont chez eux. Donc, c'est quelque part décentralisé. Mais une vraie question, c'est quoi un bon équilibre? Est-ce qu'il y a une partie qui pourrait être dans les pays, par exemple, pour augmenter la visibilité, pour avoir cet échange aussi, pour renvoyer les informations sur le terrain, en quelque sorte, les faire revenir. Donc, je trouve que là, il y a une jolie question de design d'un processus participatif. Et l'autre grande question, pour l'instant, qui m'occupe, c'est le rôle des parties prenantes. C'est-à-dire comment peut-être c'est lié à la définition de la question, c'est comment on fait un bon mapping de la bonne question qui va intéresser la décision politique et qui va avoir un impact au-delà de la compétence seule de la Commission européenne. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être à ouvrir un peu. Et puis, je vais arrêter là, mais un mot de conclusion. Moi, je pense qu'il y a aussi une question qui est derrière pour nous en tant que communauté qui nous intéressons à ces sujets et donc aux rencontres européennes aussi, c'est la question de l'infrastructure. Et je pense qu'il y a la question des congés citoyens. Donc, je pense que c'est comment on autorise, on donne le luxe finalement à tout un chacun d'être citoyen, citoyenne dans son pays ou au niveau européen, et comment on crée un cadre pour ça. Et c'est une des recommandations d'ailleurs qui vient souvent dans les panels, c'est de dire qu'il faut créer un congé citoyen pour autoriser les gens à faire partie de ça, mais ça fait partie de l'infrastructure. Et l'autre, c'est le 1% participatif, c'est cette idée que si on a des élections, les élections en France, je crois, coûtent à peu près 700 millions par cycle d'euros. On a un Parlement européen pour lequel on investit 4 milliards d'euros par an. Et donc, je trouve qu'il y a peut-être une idée, c'est de se dire dans cet investissement qu'on fait pour notre système politique démocratique, quel est le pourcentage qui va à ces manières de faire de la politique, ces manières délibératives et participatives. Voilà, j'arrête là. Merci Antoine. Nabila, évidemment, je suis tout de suite allée au cœur du sujet pour expliquer ce qu'on faisait, mais tout cela se place dans une réflexion plus large qui s'est faite à l'échelle de la Commission européenne, mais partout maintenant en Europe et dans le monde, en fait, sur comment on ravive cet espace de la démocratie qui se situe entre les élections. Parce que, évidemment, la participation citoyenne, la mère de la participation citoyenne, ce sont les élections, mais on voit bien aujourd'hui que les sociétés changent, la démocratie évolue, nos démocraties représentatives ont des points de fragilité importants. Donc, comment on fait voilà, pour créer cette citoyenneté active entre les élections? Et la Commission européenne a beaucoup travaillé là-dessus à différents niveaux, mais ça s'intègre dans ce que l'OCDE a appelé la deliberative wave. Hein. Donc, c'est cette idée, cette vague délibérative. Donc,
l'OCDE a constaté que voilà, il y avait de plus en plus ce type d'exercice, notamment des assemblées citoyennes tirées au sort, qui émergeaient un peu partout en Europe et ailleurs. Donc, Nabila, comment toi tu analyses aujourd'hui l'ampleur de ce phénomène? Est-ce que c'est un phénomène ou est-ce que finalement c'est peut-être une vague qui va redescendre? Est-ce que aussi puisque cette vague, elle existe à pas mal de niveaux, hein, du local au régional, national, jusqu'à l'européen et même international, hein, il y a des exemples de... Mais souvent, ces niveaux, finalement, s'interconnectent peu. Donc, est-ce qu'il y a dans l'esprit de ce qu'Antoine disait, finalement, de la partie centralisation, décentralisation, des moyens aussi peut-être de mieux connecter ces différents niveaux, ce qui, je pense, intéressera notre audience aujourd'hui, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent au niveau local, je pense, qui nous écoutent aujourd'hui. Merci, Nabila. Oui, merci. Alors, le premier constat est bien sûr que la vague ne s'est pas écrasée, qu'il y a une grande ampleur de ce phénomène aujourd'hui. En préparation à ce panel aujourd'hui, je suis allée voir sur la base de données de l'OCDE combien de cas de processus délibératifs ils ont énumérés dans leur base de données, parce que tous les jours, ça change. Et on est aujourd'hui à 733 cas dans le monde, dans 160 qui ont été ajoutés depuis 2021. Donc, on voit que en fait, il y a autant dans l'accroissement du nombre des processus délibératifs que aussi par la diversification des différents modèles d'assemblées citoyennes ou de conseils citoyens, ou en tout cas des processus qui sont autant tirés au sort que délibératifs. On voit qu'il y a oui, une grande variété de différents processus et aussi de différents sujets débattus. Aujourd'hui, on peut dire que ce ne sont pas seulement des sujets, on va dire, bénins, qui sont gentils, où il faut choisir, je sais pas, le jardinage de sa rue ou des choses assez peu politisées qui sont débattues dans ces processus, mais que certains institutions s'attaquent aussi à des sujets assez, assez débattus, comme si on pense par exemple en 2022, le CESE a organisé une assemblée citoyenne au niveau national sur la fin de vie, donc un sujet quand même émotionnellement et politiquement assez, en tout cas, il a le potentiel d'être clivant. Et puis, un troisième un troisième élément qui laisse penser que ce processus, ce phénomène a toujours beaucoup d'ampleur aujourd'hui, c'est que en dehors de différents sujets qui sont traités, on voit aussi de plus en plus de processus délibératifs qui sont institutionnalisés, qui sont permanents. On peut voir, je vais citer les cas les plus emblématiques, mais aujourd'hui, il y en a 41 dans toute l'Europe. Donc, bien évidemment, le plus connu est peut-être le modèle qu'on nomme le modèle de Ostbelgien, d'une communauté germanophone dans l'est de la Belgique. Mais avant ce cas-là, il y a eu aussi un cas autrichien dans un conseil de citoyens de Vorarlberg, où ce sont les citoyens eux-mêmes qui, à base de 1000 signatures, peuvent demander qu'un conseil citoyen siège sur une problématique précise. Donc, dans ces cas des processus permanents, on voit aussi souvent qu'on donne aux citoyens pas mal d'autonomie pour définir eux-mêmes sur quoi ils veulent délibéré. C'est également le cas de Ostbelgien, mais c'est aussi le cas de l'Assemblée permanente de Paris, où une fois que les citoyens conviennent, sont dans l'institution et établissent l'Assemblée, ont beaucoup de liberté pour proposer des sujets, pour travailler en premier temps sur les sujets avant que l'exécutif se prononce sur quels sujets sont plus ou moins en lien avec les priorités politiques.
Et aussi, quand je pense à l'Assemblée du climat permanente également de Bruxelles, où un cycle va définir le sujet du prochain cycle, des prochains citoyens qui vont débattre sur ces sujets. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que autant par le nombre que par l'institutionnalisation, que par les différents modèles et sujets débattus, on peut voir que il y a pas, cette vague est euh, toujours actuelle. Bien évidemment, dans ce cadre, il y a peut-être même parce que ces processus ont gagné en visibilité, il y a effectivement aussi de la critique ou une attitude qui va souligner effectivement parfois un manque de suivi ou un suivi derrière les recommandations qui n'est pas euh, assez conséquent. Ici aussi, je dirais qu'il y a des cas qui sont effectivement emblématiques ou qui ont montré qu'un suivi peut se faire à différents niveaux et différentes échelles de différentes manières. On a vu par exemple aussi des assemblées citoyennes au sein de parlements. Et donc là, par exemple, celui en Allemagne, organisé par l'Assemblée nationale allemande, le Bundestag, on a vu un suivi des recommandations et un droit de suivi assez important parce que ce sont effectivement après des commissions parlementaires qui vont s'approprier les recommandations. Et dans ce cas-là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont aussi appropriés la recommandation phare et ils ont dit, OK, on peut peut-être pas faire un suivi très exact de 20 recommandations, mais si vous avez une recommandation phare qui est importante pour vous, on va faire en sorte d'essayer de la mettre en place. Et pour ce qui est de la deuxième question, de l'articulation de ces différents niveaux, parce qu'effectivement, on voit du local au transnational des panels ou des assemblées ou des conseils qui parfois traitent aussi de sujets assez proches, mais qui, selon l'échelle, ne peuvent pas être abordés ou traités de la même manière. Il y a plusieurs idées qui sont actuellement dans le débat. Il y a une idée qui est, je vais en présenter 3 ou 4 rapidement et après je m'arrête. Il y a une idée qu'on pourrait réfléchir au moment du cycle décisionnel, à quel moment de la phase de l'élaboration de politique on met en place un panel, par exemple, et on pourrait réfléchir, par exemple, au moment où il y a un prochain cycle, comme actuellement, un prochain mandat, d'avoir un panel qui peut également être inspiré de ce que Gaëtan, tu as présenté, inspiré de la conférence sur l'avenir de l'Europe, donc d'être un peu une conférence mixte entre des décideurs politiques locaux, régionaux, nationaux, européens et des citoyens tirés au sort pour définir ou pour délibérer et ensuite définir les priorités stratégiques de de ces 5 années à venir, de ce prochain mandat. On pourrait également réfléchir à penser ça comme un forum où pourrait avoir aussi place d'autres institutions, pas seulement effectivement la Commission, mais les 2 autres institutions de l'Union européenne, le Conseil et le Parlement, mais pourquoi pas aussi le CESE européen ou le comité de région pour réfléchir aux priorités politiques et stratégiques. On peut lier cette idée aussi avec un panel qui, au mi-mandat, réfléchira à quel est le progrès qui a été fait selon les stratégies qui ont été définies auparavant et qu'est-ce qu'il faut encore faire et comment ont été reprises ces recommandations. Là, ici, je dirais que ça serait une forme d'approfondissement, oui, ça se dit comme ça, du modèle expérimenté donc lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe, avec peut-être une harmonisation des méthodes pour les panels nationaux,
avec effectivement un lien un peu plus direct entre le panel national et européen. Et ici, je dirais que c'est aussi le travail d'organismes comme pour lequel je travaille, FIDE, de contribuer à une harmonisation des méthodes en général, parce que c'est beaucoup plus facile de comparer différents processus à différentes échelles, s'ils ont suivi à peu près, enfin, s'il y a une cohérence dans la façon dont les décisions sont prises, dans la sélection des participants et pour comparer effectivement les résultats. Une autre idée qui flotte dans cet espace que tu as nommé la bulle de Bruxelles est de réfléchir aussi aux réformes de l'Union européenne. On sait que toute la question sur l'élargissement de l'Union à plus de 30 États membres est cruciale et on pourrait réfléchir à avoir effectivement à toute échelle, encore une fois, une conférence où on inviterait aussi les pays candidats, donc qui ne sont pas déjà membres de l'Union européenne, et leurs citoyens à délibérer sur comment quelle serait la nature et les priorités d'une telle union. Ça contribuerait peut-être aussi à intensifier un peu le débat transnational. On a toujours du mal à avoir un vrai espace public au niveau transnational et aussi à favoriser enfin, la confiance que le public peut avoir dans cette union. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ça peut également se coupler avec des panels citoyens nationaux qui accompagneraient une telle convention mixte. Une troisième idée, c'est de voir comment finalement les processus délibératifs ne seraient pas complètement découplés d'autres processus participatifs. Et ici, je pense un peu à un exemple suisse qui est l'exemple de Demoscan, c'est-à-dire que c'est un panel citoyen qui délibère sur un référendum à venir. Et donc, il donne, en quelque sorte, il fait des éclairages sur quelles sont les différentes positions, quelles sont les conséquences de chaque décision. Et il donne finalement une sorte de brochure au public suisse avant qu'il vote. Et ici, l'idée, enfin, une inspiration par cet exemple-là pourrait être de coupler les panels européens avec l'initiative citoyenne européenne, qui est une possibilité qui permet aux citoyens de suggérer à la Commission européenne de proposer des nouvelles lois. Et donc, on pourrait imaginer, dès qu'il y a une initiative citoyenne qui a dépassé le seuil minimum de signature et qui a donc réussi d'en organiser un panel pour discuter de cela à différents niveaux, sachant que l'initiative citoyenne, elle doit être portée par au moins 7 citoyens dans 7 pays différents. Donc, il y a le côté transnational, il est déjà pensé. Et en dernier temps, je pensais, tu as également nommé les ambassadeurs citoyens. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent être, qui touchent à tous les niveaux, mais qui demandent des réponses politiques différentes selon l'échelle concernée. Et donc, on peut également réfléchir à avoir des panels citoyens sur des sujets communs comme par exemple la désinformation et avoir des panels plus ou moins qui sont harmonisés bien évidemment d'un point de vue temporaire et d'envoyer des ambassadeurs citoyens qui par exemple ont participé à un panel sur la désinformation au niveau local, l'envoyer au niveau régional, national et ensuite européen. Je pense un peu à, enfin, pas forcément de les élire, mais de les tirer au sort pour qu'ils représentent ou les recommandations, ou alors pour qu'ils expliquent aussi le processus et les différents problèmes ou conflits avec lesquels ils ont été confrontés. On a vu que les citoyens, quand ils commencent de réfléchir à ces questions, ils sont très preneurs d'avoir des exemples d'autres citoyens qui ont déjà vécu cela. Et ça peut être un exemple. Et peut-être une dernière chose, c'est que la présidence belge du Conseil de l'Europe a mis
en place cette année un panel citoyen sur l'intelligence artificielle. C'est la première fois qu'une présidence du Conseil de l'Europe a eu recours à un panel citoyen. Je trouve que ça peut être une très belle façon de lier l'échelle finalement nationale avec l'échelle européenne et de mettre aussi à l'agenda la participation citoyenne. Je m'arrête ici. Merci Nabila. Beaucoup d'idées intéressantes pour la réflexion, mais on a tous les trois déjà pas mal parlé et on a avec nous une bonne vingtaine de personnes qu'on aimerait entendre. Donc voilà, on voudrait ouvrir un échange avec vous. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des demandes de clarification? Ou bien vous pouvez nous dire on n'a rien compris, recommencer. Euh, qui voudrait se lancer? Ce serait sympa de peut-être qu'il y ait quelques caméras qui s'allument et que vous vous présentiez, qu'on sache un peu qui est avec nous. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées? Oui, Rémi, c'est ça? C'est ça. Bonjour, alors j'ai collaboré un peu avec la Commission nationale du débat public en France, même si je vis en Italie en fait. Mais je suis surtout chercheur en fait, je travaille surtout à l'université comme chercheur et je m'occupe entre autres de processus participatifs avec un intérêt particulier pour les questions de paysage, de patrimoine, etc., etc. Et je me posais la question justement de ce rapport entre institutions, en l'occurrence participative d'un pays à l'autre. Je pensais évidemment au débat public en particulier. Donc, il y a un modèle français qui a été en partie, de façon un peu limitée, imité justement en Italie, même si son champ d'application, à peu près aussitôt que ça a été institué, a été redimensionné. Et je me posais la question justement de comment, en regardant aussi à d'autres expériences plus véritablement délibératives, parce que là c'est une question un peu différente, c'est-à-dire que c'est une participation, on pourrait dire un peu négative, dans le sens où il ne s'agit pas de s'exprimer sur des propositions, des lois possibles, mais sur l'impact que, en général, c'est des projets infrastructurels, auront sur l'environnement au sens le plus large du terme. Et justement, je me demandais comment ces expériences-là, qui sont, comment dire, plus formelles, en quelque sens, d'une certaine façon, par rapport aux assemblées délibératives, c'est-à-dire qu'elles sont en France dans le code de l'environnement, en Italie, c'est dans le code des contrats publics, ce qui est intéressant par rapport au cas français, justement. Et comment c'est, alors au-delà de ces deux expériences-là, parce que il y en a d'autres qui sont plus ou moins semblables dans d'autres pays, comment ces choses-là pourraient s'articuler entre un pays à l'autre et dans un contexte européen plus généralement. Alors, entre le France et l'Italie, on a la chance d'avoir Ilaria Casillo, qui est italienne et qui est vice-présidente de la Commission. Donc, elle intervient souvent en Italie et elle parle moins du cas italien en France, peut-être, parce que le cas italien est peut-être plus jeune. Mais voilà, c'est une question qui me semblait intéressante de poser à vous et peut-être à l'ensemble des participants. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux autres questions qu'on peut prendre en même temps ou pas encore? Vous avez besoin de réfléchir. Merci beaucoup pour votre question. Je pense qu'effectivement, c'est une partie de la participation citoyenne qui parmi la plus ancienne, si je ne m'abuse, hein, donc d'être commencé finalement dans le droit environnemental sur l'impact des projets, etc. Donc qui a fait des petits au-delà. En fait, si je ne m'abuse, le mandat de la CNDP s'est élargi mais ça a démarré comme ça. Alors, moi, je ne suis pas, peut-être que mes collègues connaissent mieux cette partie de quelles institutions existent dans les pays sur cette fonction-là en particulier, mais pour moi, ça touche un problème effectivement plus large qui est intéressant, qui est que on voit qu'il y a une multitude, une très grande diversité en fait des acteurs institutionnels qui promeuvent la participation citoyenne et que ça transforme pas mal la nature de la participation, en fait. Et donc, ça m'intéresserait qu'il y ait effectivement une réflexion un peu à l'échelle européenne sur ces différents formats, les implications que ça a. Est-ce que finalement, il y a des modèles à essayer d'harmoniser un peu plus? Je pense tout simplement déjà à la différence entre le modèle de la participation poussée par l'exécutif et le modèle de la participation poussée par le Parlement, par exemple, qui sont deux modèles assez différents.
Mais il y a aussi maintenant le modèle qui se développe un peu comme le CESE en France, donc où c'est l'organe, on va dire, des forces vives économiques et sociales qui est en charge de ces assemblées citoyennes tirées au sort. Et on voit bien qu'à chaque fois, c'est un format différent. Donc moi, c'est une question que j'élargirais même un petit peu, que je trouve très pertinente. Mais je vais peut-être demander à Antoine ou Nabila si vous avez quelque chose à ajouter, et peut-être plus particulièrement sur l'aspect CNDP, le modèle CNDP franco-italien. Mais peut-être un mot, enfin, ça va. Rémi, merci pour la question. Donc, moi, je me dis, d'abord, CNDP, par exemple, en Allemagne, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de pays où ça n'existe pas du tout. Et donc, ce n'est pas un modèle qui est très répandu, juste pour la réponse concrète. Au-delà de ça, je rejoindrai Gaëtan. Je trouve que la question intéressante, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à une européanisation de ces pratiques et de ces réseaux? Et clairement, oui. Donc, il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout. Et il y a 10 ans, donc j'habitais déjà en Allemagne, et puis je revenais en France, et puis je parlais de ce qui se faisait en Allemagne, un peu comme et inversement, quand j'étais en Allemagne, je parlais de ce qui se faisait en France. Et c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que si on regarde un peu l'histoire de l'innovation, donc là pour les chercheurs, chercheuses, ça va probablement vous intéresser. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant, c'est quelle est l'histoire de l'innovation, de la diffusion de l'innovation sociale autour de la démocratie participative. Et ce qui est sûr, c'est dans les années 70-80, on peut le suivre vis-à-vis de biographies de gens, et on sait exactement, il y a 15 personnes en Europe qui sont à la base de ces trucs-là, puis 50, puis 100, puis ça se diffuse, puis ça s'hybride, ça se transforme et tout ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il faudrait un peu mettre à jour ces biographies, parce que si on prend l'exemple de Gaëtan qui est avec nous, Gaëtan navigue entre la France, quand tu étais dans le secrétariat du Grand Débat en France, puis tu retournes à la Commission européenne et là tu continues le travail, et ça ne s'arrête pas. Et on a beaucoup de biographies comme ça, de gens qui naviguent entre des pays et qui finalement fait aussi cette mise en réseau. Et la mise en réseau, en plus, là, on atteint des niveaux encore supérieurs, je trouve, de pratiques et d'échanges de pratiques. Il y a par exemple un projet européen, Horizon, qui vient de démarrer il y a 6 mois, qui est un réseau européen des praticiens et chercheurs de démocratie délibérative. Donc maintenant, on a non seulement des réseaux nationaux, qui sont maintenant bien établis dans la plupart des pays européens, mais en plus, on a maintenant un réseau européen. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis, la même chose se passe au niveau mondial. On sent qu'au niveau mondial, par rapport à il y a 5 ans, il y a beaucoup plus d'échanges de pratiques, beaucoup plus d'échanges de trucs. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se consolider à ce niveau-là, au niveau des pratiques, mais aussi au niveau des échanges entre praticiens. Nabila, tu veux ajouter? Oui, un mot sur le modèle CNDP. Effectivement, c'est un modèle né en premier temps, enfin, plus par une envie de protéger effectivement l'environnement et le souci de la démocratie s'y est mêlé. Mais en fait, je trouve ce modèle français très intéressant. Malheureusement, même en France, il est plutôt en déclin, dans le sens où la CNDP a de moins en moins de processus et de moins en moins d'autonomie, un peu au profit du CESE, qui est aussi une institution extrêmement intéressante, mais plus consultative que la CNDP. La CNDP, par son cadre juridique assez contraignant, a cette autonomie de pouvoir dire ce projet ne peut pas se faire. Et donc, je pense que c'est un cas, notamment si on est en train de réfléchir à une gouvernance climatique plus démocratique, mais aussi plus responsive aux besoins des citoyens, qui serait très bien de généraliser à d'autres échelles. Mais comme a dit Antoine, effectivement, c'est une spécificité française. Néanmoins, je dirais qu'il y a quand même des liens entre la CNDP et des assemblées citoyennes, dans le sens où ils utilisent aussi, selon les processus, ils ont quand même aussi recours aux assemblées citoyennes. Et je pense à un processus que j'ai trouvé intéressant en 2020. Je pense que ça s'appelle le projet NEO, qui était
en gros un projet d'aménagement à l'île de la Réunion. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une assemblée citoyenne tirée au sort avant même de commencer le débat pour définir par les citoyens quels sont les périmètres de ces débats, avec qui, quel est le public le plus concerné et comment on le mobilise. Et ça peut être aussi des façons de réfléchir aussi, encore une fois, à différentes échelles, puisque le débat public est souvent un débat qui est beaucoup plus large que les assemblées citoyennes peuvent l'être. Merci Nabila. Je ne vois pas d'autres mains, ou alors est-ce que c'est moi qui ne vois pas bien? Il y a pas... Ah si, je crois qu'il y a... J'ai d'abord... Ah si, Bartel. Non, pardon, Bartel. Pierre, c'est ça, Pierre Arnaud? Oui, c'est ça. Ah, C'est voilà. ça. Bon, moi, je suis nouvellement arrivé à la commission, donc je suis à la DG NIR. Et pareil, j'ai un peu voyagé vu que j'étais un ancien responsable de la division citoyen à l'Agence française de développement. Donc, on essaie pas mal aussi de monter tous les sujets, et d'ailleurs avec Mission Publique et d'autres, les sujets à participation citoyenne. Voilà, donc c'est vrai que je pense que c'est même pas qu'une européanisation, c'est aussi à l'échelle latino, il y a des gros réseaux trans-latinos qui se structurent. À l'échelle africaine, l'Union africaine, en fait, pousse pas mal l'agenda, l'air de rien, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que le sujet climat et démocratie citoyenne, c'est aussi un sujet assez accrocheur. Et juste, je fais un tout petit peu de pub. On a fini une publication avec IDEA, le think tank suédois, sur Democracy and Climate. Et donc, c'était une sorte de rétex qui a essayé de se monter sur les expériences d'assemblée citoyenne dans les pays du Nord et dans les pays du Global South, et en montrant que au Brésil, en Colombie, certains pays d'Afrique, en Inde, il y a des choses assez intéressantes qui se font. Donc, c'est en ligne hein, sur le site de IDEA, si ça vous intéresse. Et voilà, et juste pour terminer, moi j'ai donc vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super. J'ai déjà été d'ailleurs aux rencontres à Rennes il y a 2 ans, organisées par Décider Ensemble, qui sont vraiment super. Je me demandais juste à l'échelle de la commission, Gaëtan, est-ce qu'au final, il y a dans l'agenda à venir de votre équipe, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu dans les tuyaux, autres que les assemblées citoyennes, pour promouvoir donc d'autres dispositifs, par exemple de co-design de lois avec les citoyens à l'échelle européenne. Ça peut être aussi d'autres formes d'ateliers, peut-être des formes sur le budget aussi de l'Europe. Donc peut-être pas seulement du délibératif assemblé, mais enfin randomisé, mais peut-être d'autres formes. Voilà, c'était un peu ma question de votre futur agenda, vos futures priorités. Ben, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas quand tu as rejoint la DGNIR, mais je En t'invite à avril. rejoindre... Comment? En avril. Je t'invite à rejoindre notre groupe interservice sur l'engagement citoyen parce qu'on a Super. besoin de gens qui ont un background comme le tien. Et c'est assez amusant parce qu'il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un de l'AFD justement qui m'a contacté pour... voilà, donc c'est... parce que donc c'est quelque chose qui évidemment est totalement en dessous des radars, mais qui est un développement assez important enfin, au sein de la Commission européenne, c'est qu'il n'y avait pas de groupe interservice, en fait, de groupe entre les directions générales de la Commission pour discuter de ces sujets-là avant la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc on a lancé ça. Et c'est vraiment le lieu justement où on échange sur tout ça. Et il y a la première tâche de ce groupe interservice, c'est qu'on a créé un guidebook, enfin, un guide en fait de l'engagement citoyen, dans lequel justement on a développé le format du panel, mais aussi d'autres formats, notamment grâce à l'input du Joint Research Center de la Commission, donc qui a aussi un centre sur la démocratie participative et délibérative. Et donc avec eux, donc on a effectivement aussi proposé des formats plus dans la co-création, parce que c'est vrai que l'Assemblée citoyenne tirée au sort est évidemment un peu la Rolls-Royce du dispositif. Ça demande quand même du temps, ça demande de l'investissement et il y en aura nécessairement un nombre limité par an. Donc, il faut aussi donner la possibilité
aux directions générales qui veulent faire de l'engagement citoyen, mais pas nécessairement avec des processus aussi longs, de trouver d'autres formats qui peuvent aussi être intéressants, pas nécessairement délibératifs, mais qui apportent quand même un angle, une perspective qu'ils n'auraient pas autrement. Et donc, dans ce guide, on a développé divers formats, mais c'est un guide qui est amené à évoluer. Donc, s'il y a d'autres idées, on est très preneur. Une dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que dans les étapes importantes que j'évoquais, qu'on a passées dans ces dernières années, il y a eu aussi dans le paquet de propositions sur la défense de la démocratie, il y a une recommandation sur l'engagement civique, aussi bien société civile organisée que participation plus directe des citoyens. Une recommandation aux États membres, donc de développer ce type de pratique. Donc ça, je l'annonce aussi à tout le monde parce que c'est un outil qui peut servir dans les dialogues qu'on a avec les autorités publiques en général, de faire référence à cette recommandation, puisque elle n'est pas encore adoptée, elle n'est que proposée à ce stade, mais elle le sera bientôt, j'espère. Et donc, on va aussi essayer de travailler dans le prochain mandat à voir quel levier on peut avoir pour aussi pousser les États membres à aller dans cette direction. Et quand je dis levier, c'est des programmes existants. Et je suis très contente si la DGNIR peut aussi avoir un regard sur les leviers potentiels dans les pays du voisinage aussi, parce que voilà, c'est essentiel aussi. Voilà, pardon, j'étais un peu longue. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Antoine ou Nabila? D'accord. Mais je vois pas d'autres mains levées. Il y avait un Ennio, mais qui a disparu, je crois. Je sais pas s'il nous a quittés ou s'il a renoncé. Non, non, je suis bien là. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Déjà, merci infiniment à tous les trois pour vos interventions respectives. Ma question risque de se recroiser sans doute avec celle de Monsieur Bartel. C'était de savoir finalement, voilà, quand on fait un peu un état des lieux de ce saut qualitatif en avant, de cette européanisation des pratiques, somme toute respectable. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a dans cette planification, dans l'agenda politique de la Commission finalement, une idée de passer un cap dans l'échelle un peu, je veux dire, de cette participation, de savoir si ces panels européens pour l'instant restreint à de la consultation, vont passer un cap. Est-ce qu'il est question d'une chambre, d'un organe exécutif, d'un système bicaméral, d'une autre chambre de citoyens tirés au sort? Est-ce que c'est envisageable et est-ce que finalement cette participation européenne à long terme ne peut-elle pas dépasser la participation, entre parenthèses, faible de certains pays européens, encore restreint et contrainte, voilà, pour des raisons qu'on connaît assez bien? Mais voilà, est-ce que finalement l'Europe fera un pas en avant en la matière ou est-ce qu'on restera sur de la consultation à long terme? Merci bien. Alors, je pense que on est évidemment dans un moment de transition là. Donc, il y a ce qu'on appelle évidemment l'impulsion politique d'une nouvelle commission, qu'à ce stade, j'aurais du mal en tant que fonctionnaire à vous décrire et identifier. Donc, et là, la commission, et puis il y a un nouveau parlement, et le conseil évidemment sera affecté par les élections qui sont en cours. Donc, tout ça va définir un nouveau paysage politique. Dans lequel on ne peut pas à ce stade dire si voilà, il y aura un vrai push pour ce genre de choses. On peut dire, bon, en général, ce n'est pas quelque chose qui est très poussé par la droite de la droite, on va dire ça comme ça. Et c'est là qu'il y a quand même plutôt voilà, un mouvement à l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'est peut-être le regard du verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que je crois que il y a quand même maintenant une avancée dans ces dispositifs qui, je l'espère, veut dire un non-retour en arrière parce que on a quand même intégré ces dispositifs à la prise de décision, en tout cas côté commission, et avec aucun signal à l'heure actuelle de vouloir revenir en arrière là-dessus. On les a vraiment intégrés dans, on va dire, le paysage
voilà, des techniques que la Commission peut utiliser pour connecter avec les citoyens, pour les impliquer, les associer à la préparation des politiques. Et nous, mon équipe en particulier, notre job, c'est de faire en sorte que ça continue et que ça continue de manière significative et avec un impact, évidemment. Nous, tout notre travail, c'est aussi de continuer à regarder après la suite. Est-ce que c'est intégré dans les propositions? Comment? Et donner du feedback aux citoyens. Ça, c'est commission. Évidemment, ce que vous évoquez, c'est des choses peut-être plus ambitieuses qui impliqueraient les 3 institutions. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même des idées qui circulent et qui remontent à la surface avec ce nouveau mandat, puisque le Parlement et le Conseil surtout le Parlement, je pense, auront peut-être des idées dans ce domaine. Puis il y a toute une société civile, évidemment, autour qui pousse. Il y a un réseau, je crois, qui pousse pour une assemblée citoyenne permanente, européenne, etc. Donc, je pense que ça reviendra, en tout cas, dans le débat. Est-ce qu'il y aura on va dire, la conjonction des forces politiques qui permettra l'avènement de choses qui sont plus décisionnelles? Après, moi, voilà, je crois qu'il faut aussi... Je pense qu'on est allé au-delà de la consultation, quand même, avec les panels citoyens européens, parce qu'on a des consultations publiques que la Commission fait, sur lesquelles, voilà, il y a des tas de gens qui contribuent, et c'est pris en compte, enfin, voilà, mais il n'y a pas de feedback, c'est pas transparent. Ici, on est vraiment dans l'association des citoyens avec un processus qui montre comment les recommandations ont été intégrées, et qui donne du feedback aux citoyens. Donc, pour moi, je pense qu'on est quand même déjà un pas plus loin que la consultation. On est dans l'association, dans une forme de co-construction avec les citoyens. Donc, voilà, pour moi, on est déjà au-delà de ça. L'enjeu, pour moi, c'est de continuer, évidemment, que ça continue à avoir de l'impact, mais aussi que l'échelle s'agrandisse. C'est-à-dire qu'à la fois, il y ait plus d'expériences comme ça, qu'il y ait plus d'expériences connectées à différents niveaux de pouvoir, comme on évoquait tout à l'heure, et puis que le grand public soit plus associé. Parce que même si on multipliait par 3, par 4 ce genre d'exercice, ça ne concernerait quand même qu'un nombre limité de citoyens. Donc, il faut qu'on arrive à utiliser la plateforme en ligne ou d'autres moyens, aussi la communication à grande échelle, etc., pour que tous les citoyens européens sentent qu'il se passe quelque chose. Parce que pour le moment, je pense que c'est perçu seulement par une partie de la population et elle est malheureusement restreinte. Nabila, Antoine. Je sais pas, Nabila, je veux bien dire un truc Non, après, vas-y. mais... Ok. Donc, salut Enyo, ça va? Salut Antoine, ça va bien et toi? Donc, Enyo est passé par Mission Publique à un moment. Il a été avec nous. Donc moi, ce qui est intéressant, je trouve, dans la question, c'est... donc, d'abord, il y a un truc que je sens, c'est le changement, c'est des signaux faibles. Et les signaux faibles, on les voit parce que, par exemple, il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, je ne sais plus, la DG Ener a sorti un appel d'offres pour accompagner les communautés énergétiques. Et un des trucs qu'ils demandent, c'est des panels citoyens. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que, indépendamment de ce qui peut se passer dans les panels quand ils en font un, l'idée retombe quelque part dans leur projet suivant. Et je trouve que ça, c'est un des trucs c'est un signal faible, c'est quasiment invisible. Disons, ces personnes, ils ne le disent pas en grand avec une conférence de presse, machin. C'est un appel d'offres pour un des projets qu'ils ont dans lequel il y a ça qui est intégré. Et puis, la DG Trade, si j'ai bien compris, va aussi demander à avoir un engagement citoyen là. Et puis, donc, ce qu'on voit, c'est que peu à peu, en fait, cette culture se diffuse, comme on a pu le voir au niveau national dans les différents pays. Je trouve que ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que on travaille le travail se fait au bon niveau, que justement, ça commence à rentrer dans les pratiques, comme on a pu avoir les questions de genre, par exemple, gender mainstreaming, tout ça. Est-ce qu'on est au début d'un mainstreaming participatif? Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant à suivre, en tout cas, et à voir si ça progresse, ou est-ce qu'il y a des moments où ça ralentit, ça réaccélère, comme on a pu le voir à d'autres endroits. Donc ça, c'est sûr. Donc c'est le premier truc. Et deuxième truc, donc il y a un Antoine réformiste et qui aime bien faire ça au jour le jour, puis il y a un Antoine révolutionnaire qui a écrit, donc en fait j'y ai repensé parce que ce matin quelqu'un me demandait comment j'étais rentré dans toute cette histoire de la participation,
En fait, j'y suis rentré parce que j'ai découvert un jour de 1998 une affiche, quand je faisais mes études de droit, où quelqu'un proposait, donc c'était sous pseudonyme, proposait de tirer au sort l'Assemblée nationale en France, en disant « ce sera très bien, parce que ça permettra d'éviter la reproduction des élites et tout ce genre de choses ». Et ce jour-là, donc je m'étais dit « mais ça, c'est génial comme idée », et donc j'ai voulu poursuivre ça. Et puis j'avais avancé, et puis à un moment, j'étais arrivé à commencer une thèse, et mon premier sujet de thèse, c'était ma première idée, c'était de parler de à quoi ressemblerait une Union européenne avec un Parlement tiré au sort. Donc j'essayais de comprendre, je voulais essayer de comprendre comment ça pouvait se faire au niveau européen. Et puis bon, j'ai changé d'idée parce que j'étais dit, ok, non, en fait, c'est peut-être pas la bonne idée, c'est très compliqué tout ça. Mais le 9 mai 2022, j'étais dans l'hémicycle du Parlement à Strasbourg, avec Gaëtan et plein d'autres. Et puis j'ai senti ce moment, je me suis dit, ça c'est quand même extraordinaire. Donc on avait tous les citoyens et citoyennes qui pouvaient venir, qui voulaient venir, qui avaient participé au panel de la conférence Avenir de l'Europe, qui ont donné leurs recommandations, qui ont livré leurs recommandations finales aux 3 présidences. Donc présidence du Conseil, donc c'était la France à l'époque, présidence du Parlement et présidence de la Commission européenne, et qui ont dit, voilà, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, ce qu'on veut pour l'avenir de l'Union européenne. Et ce jour-là, je me suis dit, OK, ça, c'est pas mal, en fait, d'avoir un hybride dans lequel on a cette interaction régulière entre un check entre les institutions représentatives et puis représentatives par vote ou par autre mécanisme, enfin, les différentes sortes de représentation. Voilà, donc ça, c'était de nouveau l'Antoine moins révolutionnaire. Des fois, je navigue entre les deux. Peut-être un commentaire un peu plus général, puisque je connais pas, je ne vois pas de l'intérieur la commission, donc forcément, je donne une vision un peu plus lointaine. Mais en fait, pour répondre à la question de comment on peut rendre ces processus finalement plus engageants, plus contraignants pour la politique, ou en tout cas qu'ils ont plus d'impact, je pense de façon générale, autant que ce soit au niveau européen qu'au niveau nationaux des différents États membres, qu'il faut les voir dans un ensemble, dans un écosystème de prise de décision participative et délibérative, et qu'on peut effectivement pas seulement se reposer sur certains processus qui vont par définition pouvoir engager qu'un nombre limité de personnes, qu'effectivement le lien avec le grand public est important, mais aussi la multiplication des occasions de pouvoir s'engager est importante, parce que si on a un processus, même au niveau national, allez, depuis Macron, il avait annoncé le 3e, donc on va dire 2 pendant 2 mandats. En fait, ça fait très peu de possibilités de pouvoir s'engager directement. Donc, effectivement, je pense qu'il y a différents niveaux sur lesquels on peut, sur lesquels il faut faire pression aussi, comme en tant que société civile. Et je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. Ah oui, et concernant les plateformes en ligne, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement crucial. En même temps, c'est quelque chose qui reste encore en expérimentation. Ce qu'on a vu dans les différents pays, c'est que parfois c'est difficile à mobiliser les citoyens sur les plateformes. Tout le monde ne se sent pas forcément apte à écrire des longs textes ou des idées, etc. Mais ce qui a été expérimenté dernièrement en Allemagne, je trouvais ça assez intéressant, c'est d'avoir une assemblée citoyenne selon les méthodes générales, et ensuite d'ouvrir ces recommandations au grand public et avec différents niveaux d'engagement. Donc, les gens pouvaient faire un thumbs up, thumbs down, en gros, de pouvoir plus ou moins donner un avis de façon, enfin, à une échelle vraiment d'entrée assez basse. Et ensuite, de pouvoir faire des commentaires sur ces recommandations. C'était pas contraignant pour l'Assemblée, mais ils ont pu avoir un retour du grand public. C'était une manière de les faire réagir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre dans ce domaine, mais en tout cas, on commence à voir que différentes façons d'expérimenter là-dessus existent et doivent continuer à être développées. Merci beaucoup pour vos Merci. réponses. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Peut-être que je voulais ajouter, parce que c'est vrai que ce que j'entends souvent, c'est qu'on tente à associer les processus qui ont de l'impact à des processus de grande envergure.
Et moi, j'ai la sensation maintenant, depuis que j'ai vécu la conférence sur l'avenir de l'Europe et les panels citoyens pan-européens, que même si la conférence sur l'avenir de l'Europe a eu de l'impact sur pas mal de choses, et notamment, à mon avis, le changement culturel que j'évoquais, où beaucoup d'acteurs politiques, en fait, qui étaient très frileux sur ce genre de processus, ont été convaincus que finalement, c'était pas mal du tout. Euh, euh, je trouve que les panels citoyens européens, parce qu'ils sont focalisés sur quelque chose de très spécifique, enfin, d'un sujet particulier, et qu'ils ont on va dire, une zone d'atterrissage claire avec une recommandation, un papier, une proposition législative que la Commission est en train de préparer, a un impact plus profond, me semble-t-il. Et voilà, et je ne dis pas que les projets plus vastes, plus politisés, plus stratégiques sont nécessairement à bannir, mais ils demandent énormément d'énergie et d'attention. Je peux vous parler en détail de la charge qui a été sur le secrétariat commun de la conférence, énorme pendant un an, euh, pour finalement voilà, un impact fort, mais pas nécessairement beaucoup plus fort qu'un panel citoyen qui va vraiment voilà, dans le détail d'un sujet, et qui finalement aussi motive pas mal les citoyens parce qu'ils ont l'impression de pouvoir à la fin maîtriser quelque chose, voilà, du début jusqu'à la fin. Et en termes d'impact sur les administrations, qui est très important parce que petit à petit, comme on disait, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens dans les administrations qui soient un peu les relais de ces dispositifs. Pour moi, il est beaucoup plus fort pour le coup. Parce que la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'était tellement diffus que toutes les administrations ont reçu les résultats, mais se sentaient moins, peut-être moins appropriés parce que par définition, ils ne pouvaient pas tous être impliqués. Tandis que quand on fait sur un sujet spécifique, tous les gens de l'administration pertinents sur le sujet sont là. Et ils voient, et ils s'inspirent, et ils sont... Donc voilà, donc je voulais juste faire cette remarque que pour moi, il ne faut pas nécessairement associer un impact fort et sur la décision à un grand exercice de grande envergure. Voilà, c'est pas nécessairement, il n'y a pas un lien pour moi. Antoine, tu voulais... Oui, je peux bien rajouter là-dessus parce que il y a quand même une vision aussi, de ces processus qui finalement seraient mieux s'ils étaient invisibles, dans le sens où on ne publie pas sur la place publique et avec 250 000 communiqués de presse quand une commission du Parlement se réunit pour discuter d'une loi. C'est-à-dire c'est le business as usual, donc ils le font parce que c'est leur job, puis ils avancent, et puis à un moment la loi est finie, mais entre-temps, on ne va pas publier, ou pareil, s'il y a des comités d'experts, d'académiciens de recherche qui aident dans le processus de prise de décision de la Commission européenne. Ils font leur boulot sans que ça passe au journal de 20 heures, et puis on trouve que c'est OK. Donc, des fois, moi, je me dis aussi, il y a peut-être un modèle dans lequel, effectivement, on le prend tellement au sérieux, le processus, qu'en réalité, il fait juste partie de la prise de décision classique, et que donc, il n'y a même pas besoin d'en parler en réalité, parce que ça fait juste partie du truc, quoi. Mais alors, évidemment, après, comme tu dis, Gaëtan, il y a d'autres moments où c'est probablement important et c'est capital de faire un truc visible parce que peut-être justement, c'est sur des plus grandes directions, le mandat est différent, mais je pense que des fois, je pense qu'on se met nous-mêmes une pression sur la visibilité du processus lui-même, alors qu'on pourrait se concentrer sur son efficacité quelque part et son intégration au jour le jour. Mais bon, il faut les deux, je pense. Mais des fois, en voulant faire les deux, peut-être c'est ça, en voulant faire les deux, on perd de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a deux objectifs un peu dans ce genre d'exercice. Il y a un exercice d'impact sur le policy making. Donc là, effectivement, ce qui compte, c'est la qualité des recommandations, la rigueur du processus et leur intégration dans le dispositif, dans la préparation de la politique. L'autre, c'est l'impact sur la démocratie et que les gens ressentent qu'il y a quelque chose qui bouge, qui sont plus associés à la décision. Et pour ça, effectivement, il faut de la visibilité et il faut qu'ils sachent que s'ils veulent, ils peuvent contribuer via la plateforme ou via peut-être des dispositifs locaux. Voilà. Donc, c'est ces deux enjeux-là, effectivement, qui sont à équilibrer. Je ne vois plus de main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Ça peut aussi être en commentaire. Je serais curieuse de savoir si en fait quelqu'un dans l'audience avait absolument
pas du tout entendu parler de tout ce qu'on a évoqué. Et si c'est le cas, s'ils ont un conseil pour que on puisse être un peu plus visible ou je ne sais pas, voilà. S'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer. Moi, j'ai un tout petit truc à rajouter. Enfin, voilà, un commentaire, c'est pas vraiment une question. Je voulais vraiment dire que je trouve qu'aujourd'hui, et on le montre avec ces rencontres européennes de la participation et dans cet atelier, qu'il y a une vraie volonté de faire de la participation citoyenne un élément concret des décisions politiques. Et quand on parle de nouveaux cycles européens, il y a aussi cette question de reprendre ce qui a été fait dans le précédent, hein, notamment avec des idées, hein, je ne sais pas si elles doivent être prises en tant que telles, mais sur une assemblée permanente des citoyens européens. Et voilà, il y a une vraie volonté et il faut continuer à travailler sur les mêmes pistes, hein. Chez Décider Ensemble, on a d'ailleurs produit un dossier sur les outils de la participation. Il n'était pas nommé en tant que tel, c'était être un citoyen de l'Union européenne. Donc, on a décrypté un petit peu pour tout le monde cette question de tous les outils qui existaient au niveau européen et de la façon dont les citoyens pouvaient en prendre part à l'exercice démocratique européen. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et il faut qu'on travaille tous collectivement à faire de la participation citoyenne à quelque chose d'un plus fort et avoir un impact plus concret sur la vie quotidienne. Voilà. Bah merci, je pense que ça va nous aider à avoir une belle conclusion dans les propositions de la conférence sur l'avenir de l'Europe, mais aussi plusieurs panels citoyens qui ont suivi. Il y a toujours cette idée qui revient d'une sorte d'un engagement civique tout au long de la vie, un peu comme on dit l'apprentissage tout au long de la vie. Et effectivement, si on veut être sérieux sur l'engagement citoyen, il faut qu'on réfléchisse bien sûr au-delà des assemblées citoyennes. Et c'est quoi aujourd'hui être un citoyen européen et quelles sont toutes les voies possibles pour faire entendre sa voix de manière significative avec impact dans la sphère européenne. Et c'est ce qu'on a déjà voulu un peu faire en réunissant sous la marque Have Your Say. En fait, les consultations publiques, l'initiative européenne et notre nouvelle plateforme d'engagement citoyen c'était une demande des citoyens de la conférence sur l'avenir de l'Europe d'avoir un lieu où ils pourraient aller et comprendre comment ils peuvent impacter les politiques. Mais voilà, il faut même aller au-delà de ça et voir finalement tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a les programmes, il y a le volontariat, il y a je sais pas moi, les jumelages qui sont parfois aussi des leviers d'engagement citoyen. Donc, faut que finalement le citoyen européen puisse avoir une sorte de guide vivre sa citoyenneté européenne tout au long de sa vie. Voilà. Et ça, peut-être, c'est un des programmes pour le travail à venir. Et il y a un message, je crois, de Marjorie, c'est ça, voilà. Donc, je ne sais pas si Marjorie veut s'exprimer là-dessus ou pas. Non? Ok. Mais Oui? oui, j'allais juste dire pour Marjorie justement que c'est le but de cet atelier hein, d'entrer dans la matière et peut-être il y a énormément de ressources qui existent, hein, que ce soit chez Décider Ensemble ou d'autres laboratoires d'idées qui ont travaillé sur ces questions et avec énormément d'outils qui existent à l'échelle de l'Union européenne. Vous en parlez bien mieux que moi et dont les citoyens peuvent se saisir pour avoir un impact. Mais je pourrais partager le dossier qu'on a fait si jamais ça vous intéresse pour une entrée dans la matière. Très bien, moi de mon côté, je vais mettre le lien vers notre plateforme où vous pouvez trouver toutes les... Là, je l'ai mis en anglais, mais tout est en français également. Là, vous trouvez toutes les informations sur les panels citoyens européens, sur la plateforme d'engagement citoyen. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a encore un débat en ligne qui est celui sur la lutte contre la haine, donc vous pouvez encore contribuer. Je ne sais pas si Antoine, Nabila, si vous avez un dernier mot à partager avant qu'on ne ferme cette session. Moi, je veux bien dire un truc. Donc, deux trucs. Un truc déprimant, mais c'est pas très grave. J'avais calculé un jour combien il faudrait de panels type européen
pour que chaque citoyenne européenne, au cours de sa vie active, puisse participer au moins une fois à un truc comme ça. Je m'étais dit, bon, voilà, donc on a 480 millions d'habitants, on est à peu près actifs 60 ans, et j'avais calculé qu'il faudrait qu'on fasse 53 000 panels par an pour que chacun ait la chance. Et donc, j'avais regardé qu'est-ce que ça veut dire en termes d'infrastructure. Et en termes d'infrastructure, ça voudrait dire qu'on ait un parc comme Disney World en Floride. Ce serait le niveau d'infrastructure dont on aurait besoin. Et tous les week-ends, on pourrait accueillir tous les jours, en fait, de l'année. Et il faudrait à peu près 200 000 personnes par semaine à 300 000 personnes par semaine pour faire ça. Et ça donnerait l'occasion à chaque citoyen européen de faire cette expérience. Donc on voit d'un côté que c'est impossible, mais à la fois c'est tout à fait possible, parce que si Disney, ils y arrivent, parce qu'eux, ils sont à 300 000 ou 400 000 par semaine. La Tour Eiffel, c'est 200 000. Donc, quelque part, ça se fait aussi. Donc, c'est pas impossible. C'est possible et pas impossible. Et donc, je trouve que c'est intéressant comme pensée quand on pense justement à l'échelle. Et ça veut dire quoi? Si on veut mettre à l'échelle ces processus, ça veut dire qu'à la fois, on ne peut pas se fier à un seul niveau. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut dans le village, dans la commune, dans la région, il faut qu'on multiplie les espaces. C'est ce que tu disais, Nabila, c'est qu'il faut multiplier les espaces d'ouverture et de possibilités pour que, à un moment, parce que ça, c'est un truc qu'on sait et qu'on expérience à chaque fois, c'est quand on fait partie, quand quelqu'un passe par un tel processus, c'est transformateur. C'est transformateur pour 90% des gens. C'est une expérience de vie qui change la vie. Et donc, c'est comment on est capable de créer cette expérience comme aller au parc Euro Disney ou Disney et qu'on en ressort, on est heureux et on a passé un très bon moment. Et en plus, on a contribué à la vie politique. Donc, je pense que c'est un peu le mode de pensée qu'on devrait prendre sur ça. Et l'autre truc sur ce que tu disais, Nabila, sur comment on connecte en fait tous ces espaces, moi des fois je me dis ce qu'il nous faudrait, c'est comme ils ont dans le système financier mondial avec un clearing house, il nous faudrait un clearing house des recommandations. Parce qu'on le voit, c'est-à-dire que quand on a un panel européen, les gens disent « Oh, il faudrait que dans chaque ville, il y ait un guichet unique pour les communautés énergétiques ». Alors la commission dit c'est très bien, mais on n'a pas du tout la compétence, il faut le donner aux villes. Et donc, hop, on pourrait avoir un endroit où on a cette recommandation qui est envoyée à toutes les communes d'Europe. Et à l'inverse, on a plein de panels au niveau locaux et nationaux qui disent il faudrait faire ça. Et les communes disent non, mais ça, c'est la compétence de l'Union européenne. Et donc là, il faudrait qu'on ait le système dans l'autre sens. On pourrait envoyer. Donc ça, c'est mon rêve, c'est d'avoir une espèce de clearing house des recommandations où les recommandations rentrent et ressortent au bon endroit. Mais ça peut se créer aussi. Je pense que c'est pas très compliqué parce que c'est du contenu. Et donc ça peut se faire. Voilà. Oui, super intéressant. Moi, j'ai pas un rêve de Disneyland de participatif à partager, mais en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Et je pense que l'Union européenne fait un travail vraiment primordial sur la participation qui doit être non seulement multipliée à d'autres échelles, mais je pense qu'il y a aussi une inspiration des deux côtés qui peut avoir de ce qui se passe à différentes échelles aussi pour l'échelle européenne et je pense que autant les chercheurs que la société civile sont aussi importantes pour observer ça, pour en parler, pour le rendre plus visible, mais aussi pour demander des processus toujours plus démocratiques. Et c'était un plaisir de discuter avec vous, je voulais dire ça aussi à la fin. Merci, vraiment immense merci à Nabila et Antoine pour m'avoir rejoint dans ce panel et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Le moment courageux du vendredi après-midi, après une semaine bien chargée. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et j'espère qu'on se retrouvera sur les routes européennes de la participation à divers moments. Voilà, bon week-end à tous. Merci beaucoup et merci à Décider Ensemble. Merci à tous d'avoir participé et c'est cet atelier qui conclut ces 5 jours d'échange et de participation sur ce sujet. Et pour faire court, on se retrouvera l'année prochaine pour nos rencontres 2025 à Strasbourg du 17 au 19 mars. Donc vous pouvez déjà le noter et on est très content d'avoir cet atelier qui nous montre aussi qu'il faut de la participation citoyenne à toutes les échelles. C'est le garant d'avoir une démocratie qui fonctionne en tout et pour tout.
on se retrouve toutes et tous l'année prochaine pour de nouveaux ateliers et une nouvelle session de travail sur le sujet. Merci à tous. Merci d'avoir intervenu et merci d'avoir Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.